Bonjour à tous, bienvenue dans Cult & Click pour une nouvelle vidéo, une vidéo de presque qualité où on va vous faire un top aujourd'hui, le top 20 de nos super-héros préférés. Alors attention, les règles sont simples, c'est un personnage qui peut être de DC, Marvel, mais pas que, qui est un personnage à la base un gentil. Hein. S'il est méchant et qu'il évolue au cours de sa carrière dans les comics ou dans les films du bon côté, il sera quand même classé du côté des méchants si un jour on fait un top des méchants. Voilà, c'est un classement purement subjectif, un peu fun qu'on fait avec l'ami Greg que je salue. Comment vas-tu mon cher Greg ? Ça va très bien. J'avais Kerr m'a dit vas-y, on va essayer de classer nos super-héros préférés. Je me suis dit que c'était une tâche impossible et après avoir préparé la vidéo, je le pense toujours. Mais du coup, on a essayé de vous faire ce petit classement des 20 films, enfin des 20 films, n'importe quoi, des 20 super-héros qu'on préfère. Et donc, on s'est autorisé à aller chercher du côté des comics, des films, des séries et des animes. On a laissé de côté les livres et on a essayé d'être le plus strict possible sur super-héros. Par exemple, il y a un moment, je disais à Kerr, est-ce que Percy Jackson, ça rentre ou pas ? Il m'a dit, oh, je sais pas trop. Donc on l'a dégagé de la liste. Mon cher Kerr, ouais. Tu peux y aller. Eh ben moi, mon cher Greg, petit truc, c'est je te propose de faire le top, et en fait, c'est un top que j'ai eu du mal à faire aussi, parce que j'ai eu du mal à vraiment sortir des super-héros que j'aime tout le temps. Et donc, vous verrez dans mon classement, alors, par exemple, pour Greg, qui lit plus de comics que moi, il va y avoir l'influence des comics et de multiples œuvres pour affiner ses goûts sur des super-héros. Moi, vous allez voir que ça va être souvent des expériences à l'écran, avec des personnages qui fait que je vais vraiment les apprécier énormément parce que je les ai adorés dans tel ou tel film, interprétés par tel ou tel acteur ou telle actrice. Donc du coup, on aura des tops qui seront sensiblement différents et ça va être intéressant. La règle, c'est simple, on fait de 20 à 11 très rapidement d'une traite et ensuite de 10 à 1, on fait en ping-pong. On l'a déjà fait sur d'autres tops de cet été, donc vous avez l'habitude maintenant et je me lance, c'est parti mon cher Greg, j'y vais donc de la place 20 à la place 11, qui ai-je mis ? C'est parti. En numéro 20, j'ai mis Spectrum, personnage Marvel. D'ailleurs, Marvel, je le lis tout de suite, très largement majoritaire dans ce classement. Je précise pourquoi tout de suite, parce que du côté de DC, en fait, il y a souvent des développements de personnages DC auxquels je n'adhère pas trop. Donc du coup, ça a un peu cassé le délire. Et puis, j'ai des coups de cœur du côté de Marvel, ce qui explique cela. Donc Spectrum en 20. Pourquoi ? Parce que déjà j'adore Teyonah Parris qui l'interprète, son apparition dans WandaVision, je trouve que dans The Marvel c'est celle qui s'en sort le mieux dans ce marasme. J'adore ses pouvoirs et j'adore aussi toute l'iconographie autour des personnages, donc, du personnage, donc les artworks, les covers, etc. Donc j'aime beaucoup Spectrum. En plus c'est une carte que j'aime bien dans Marvel Snap. C'est bête, mais comme je joue tous les jours à Marvel Snap, ça peut m'influencer aussi. En 19, eh ben, j'ai mis Peter B. Parker. Donc Peter Parker, mais d'une version alternative du Spider-Verse. Vous savez, c'est celui qui s'est fait plaquer par Mary Jane, qui est très triste, et que j'ai trouvé extrêmement réussi dans Into the Spider-Verse, moins dans le Cross the Spider-Verse, mais rien que ce personnage-là dans Into mérite qu'il soit dans mon top 20. À la 18e place, j'ai pris Makkari des Eternals. Pourquoi ? J'adore Lauren Ridloff depuis The Walking Dead, je la trouve géniale dans Eternals. Je trouve que les pouvoirs de Makkari sont excellents. J'avais envie de mettre un Eternals dans le lot et voilà, donc Makkari c'est vraiment un gros coup de cœur. Voilà, 17ème, je l'ai pas mis plus haut parce que j'ai jamais été école Spider-Man, mais forcé de constater, j'aurais même pas mis dans le classement s'il n'y avait pas eu certaines versions de Peter Parker, donc mon 17ème, et notamment la version que j'aime beaucoup de Peter Parker ces dernières années, c'est celle du jeu, qui est très réussie, surtout sur le premier volet. C'est un Peter Parker très attachant, et puis forcément il y a toutes ces histoires autour de Peter. Il y a des comics où il vit caché avec Mary Jane et tout, etc. Enfin, dans Civil War notamment et tout. Il y a vraiment plein de choses qui sont souvent réussies avec Peter Parker, pas tout.
Mais voilà, 17e. À la 16e place, j'ai mis X-23, qu'on a découvert, nous, à l'écran dans Logan, qu'on a revu dans Deadpool et Wolverine, parce que le personnage très proche de Wolverine, cette bestialité, c'est très réussi dans Logan. J'ai lu 2-3 comics avec elle, c'était très réussi aussi, donc X-23 j'apprécie. 16e, elle l'a déjà croisé dans un film, et du coup ça me permet de faire le lien avec mon 15e, Deadpool. Pourquoi Deadpool? Parce que j'adore ce côté second degré, casser le quatrième mur, l'humour de Deadpool, son ultra-violence, le fait qu'il soit complètement à part. Fait que voilà, Deadpool, je le mets à la 15e place. 14e, je me suis étonné à le mettre, mais franchement, sa place est méritée. C'est le surfeur d'argent, parce que je trouve que c'est un personnage, alors déjà qui est présenté comme un méchant, alors qu'il ne l'est jamais, et qui se retourne toujours contre Galactus, et qui est, mine de rien, très intéressant dans c'est le personnage le plus intéressant du film Les 4 Fantastiques et le surfeur d'argent, donc sorti en 2007. Sa version donc dans le film de 2025 est aussi réussie, je trouve, même si c'est pas techniquement le même personnage, mais en tout cas le surfeur d'argent, je trouve que c'est un personnage qui a un background intéressant, des pouvoirs qui sont teintés de mystère, donc j'aime beaucoup. On sait d'où viennent ses pouvoirs, hein, mais dans les films, ils sont tout le temps en train de se demander. Alors, c'est marrant d'ailleurs parce qu'ils font une opposition surf-pas surf entre les deux versions des 4 Fantastiques au ciné. Enfin voilà. À la 13e place, j'ai mis Colleen Wing parce que j'adore Colleen Wing. J'adore Jessica Henwick qui la joue dans les séries Netflix. Vraiment, j'adore cette actrice. Et j'adore le personnage aussi. Donc Colleen Wing en 13, j'aurais peut-être pu la mettre en 10, mais il n'y a pas... ça manque encore un peu de matière, même si j'aime bien ce qu'elle fait avec Misty Knight dans les comics. Mais voilà. En 12, j'ai mis Captain Marvel. Version Brie Larson, mais aussi version équivalente Brie Larson dans les comics. Ce que j'aime, c'est sa surpuissance. Quand elle arrive dans Endgame, je trouve ça génial. Voilà, donc la surpuissance de Captain Marvel est un élément qui me plaît beaucoup et qui fait que je la mets dans ce top 20, même si ça va faire grincer des dents, peu importe. À la 11e place, j'ai mis mon Gardien de la Galaxie préféré, c'est Drax. Pourquoi? Parce qu'il est tellement premier degré, tellement il fonce tête baissée, qu'il en est très drôle. Donc même si je trouve que dans le développement qu'ils ont fait dans les Gardiens de la Galaxie au cinéma, il est devenu un peu lourd sur la suite, mais voilà, dans le premier Gardien de la Galaxie, il m'a beaucoup fait rire. C'est un personnage dont cette vendetta dans les comics vis-à-vis de Thanos est aussi réussi. Donc non, Drax, 11e. Voilà pour mes 10 premiers, mon cher Greg. C'est à toi. Est-ce qu'il y a des trucs qui te surprennent là dans ma liste? Presque tout. Que Spider-Man soit aussi bas, je t'avoue que je m'y attendais pas du tout. Je suis pas. Tu sais, j'ai même pas mis Miles Morales que j'aime beaucoup aussi. Mais en fait, je suis pas école Spider-Man. Donc c'est vraiment les jeux et Into the Spider-Verse qui m'a vraiment agrippé au wagon Spider-Man. Hein. Mais je pense que je t'ai beaucoup plus entendu en parler que de Drax. Oui. Quand on en parle bien sûr. de héros. Mais je peux comprendre tout. Alors moi, avant de faire mon top 20, parce qu'il y a vraiment beaucoup trop de héros que j'aime. Ah ouais, tu vas encore tricher quoi. Je fais juste quelques mentions spéciales. Hellboy, qui est un super-héros un peu particulier, mais dont je trouve qu'il amène pas mal de choses chouettes. Je voulais faire une mention spéciale à Aqualad, tout simplement pour citer la série animée Young Justice, qui est particulièrement chouette. Et je voudrais en profiter pour citer 3 autres petites mentions spéciales. Captain Planet. Parce que en fait Captain Planet, et je vais m'attarder une seconde sur cette mention spéciale, Captain Planet ne fait pas partie de mes 20 héros préférés, mais ce que je trouve génial avec Captain Planet, pour ceux qui ne savent pas, c'était un dessin animé des années 90, et en gros chaque épisode c'était oh là là, il y a des gens qui polluent, il faut sauver la planète.
Et en fait, pourquoi est-ce que Captain Planet est une mention spéciale ? C'est qu'en fait, il y a tellement de gens en ce moment qui disent « Mais attendez, le réchauffement climatique, mais qui dans les années 90, dans les années 2000 aurait pu se douter ? Mais je veux dire, on n'avait jamais entendu parler de la pollution avant. » Et Captain Planet me rappelle que dans les années 90, c'était tellement un sujet mainstream qu'il y avait des dessins animés et des super-héros sur la pollution. Et donc, il me fait du bien, ce Captain Planet, parce que c'est une espèce de drapeau au firmament de l'hypocrisie. Et du coup, Captain Planet, eh ben, j'y pense trop par rapport à la qualité de ce dessin animé. Et puis, il y avait la bague du cœur, quoi. Il y avait le pouvoir du cœur. Et ça, j'ai envie de dire, on peut rien faire contre. Ça, c'est des mentions très très longues. Hein. T'es un coquin. Hein. Oui, c'est vrai. J'avoue. Monsieur Manhattan, je l'ai pas mis parce que Monsieur Manhattan, en fait, c'est Dieu. Alors, un super-héros qui est Dieu, moi, je me suis dit, c'est compliqué. Et celui que j'ai pas mis parce que je savais honnêtement pas si dans notre classement, il était légitime en super-héros ou pas, alors que personnellement, je l'aime particulièrement, c'est The Crow. Donc, ce petit personnage qui revient des morts pour pouvoir venger notamment le crime de sa compagne. Bref, du coup, là, je vous ai fait mes mentions complémentaires, mes mentions honorables. On va passer donc à mon petit top 20. Top 20 en numéro 1, Mister Terrific. J'aime particulièrement les héros qui brillent par leur intelligence, et malheureusement souvent ce sont les super méchants qui sont intelligents et les super héros qui eux tapent très fort. Et ce que j'aime bien avec Mister Terrific, c'est qu'il est malin, il est extrêmement intelligent, il est extrêmement cartésien dans toute son approche, et il est froid et pour autant pas calculateur, il garde un certain optimisme. C'est un personnage que j'aime beaucoup, peut-être moins dans la version du film que va montrer Jonah à l'image, où je trouve que c'est pas le meilleur Mister Terrific que j'ai vu, mais par contre mention spéciale à Mister Terrific de la Justice League version animée. En numéro 19, Daredevil, c'est un personnage qui en soi, j'aurais pu le classer plus bas, mais je trouve qu'il a des arcs scénaristiques qui sont très intéressants. Et le fait qu'il soit tout le temps rongé un peu de l'intérieur par rapport à la religion catholique et à la peine qu'il s'inflige d'être lui-même violent, etc., je trouve que c'est un personnage qui est intéressant. Numéro 18, je vais parler d'un anime et je vais parler de All Might. Parce que c'est le super-héros parfait, en fait. C'est lui qui inspire, donc c'est de la série de dessins animés et manga My Hero Academia. Et All Might, c'est tout. C'est Superman, mais c'est surtout l'évangile de l'héroïsme, celui qui arrive et qui va sauver les gens avec un sourire. Et je trouve que All Might représente très bien les meilleures versions de Superman, enfin celles que je préfère. Et du coup, évidemment, All Might, eh bien, je le mets en 18e. En 17e, Nightwing. Alors Nightwing, en soi, donc qui sait, c'est un des Robins qui vieillit et qui devient, quand il sera adulte, Nightwing, et qui devient un super-héros à part entière. Et en fait, j'ai toujours apprécié... Alors au début, j'aimais pas Nightwing, pour être tout à fait honnête, et puis au fur et à mesure des histoires, j'ai commencé à l'apprécier pour plusieurs raisons. La première, c'est parce qu'en fait, on sent que c'est quelqu'un qui est marqué d'avoir vécu avec Batman, d'avoir vécu par quelqu'un qui est... c'est la force immuable qui ne sera jamais brisée, qui ne n'est que sa fonction de justicier. Et on sent que Nightwing, il essaye d'avoir ses propres amours, de mettre un peu plus de nuances dans sa vie, et que c'est très très dur quand on est sous l'aile du dragon, quand on est sous l'aile donc du coup de Batman. Donc ça c'est intéressant, et j'aime particulièrement la version de Young Justice, donc qui je trouve a énormément de nuances, et donc j'aime beaucoup. En numéro 16, Hulk. Pourquoi ?
bah, il se bâche. Non, en fait, Hulk, c'est je trouve, un des personnages les plus étranges parce que c'est un de ceux qui a les plus de versions intéressantes, différentes. C'est-à-dire qu'on peut évidemment penser au Hulk du MCU, dans le début où il est juste en mode je vais smasher. Mais on peut aussi imaginer le vieil Hulk qui est le seul survivant après la mort de tout le monde. Il y a des itérations de Hulk qui sont vraiment très intéressantes et du coup je l'apprécie particulièrement. En 15, je vais mettre Booster Gold. Booster Gold, c'est un de mes favoris. Alors, vous allez me dire comme toute la liste, mais c'est vraiment un de ceux qui me plaît bien. C'est un gars raté du futur, donc loin dans le futur, qui décide d'utiliser des technologies du futur pour revenir dans le passé, donc arriver de nos jours, et il veut être une star. Voilà, Booster Gold, c'est une star. Le nom, il veut être, tout va être doré. C'est un mec qui veut avoir le swag. Et du coup, en fait, au début, c'est un peu le genre à se filmer en train de sauver les gens. C'est vraiment un m'as-tu vu total. Et au fur et à mesure, en fait, il va vraiment sauver des gens à qui il arrive des trucs horribles. Et il y a des moments, il va falloir qu'il choisisse qu'est-ce qu'il veut faire, en fait. Est-ce qu'il veut juste être la représentation d'une star héroïque, ou est-ce que au final tout ça, est-ce que ça a vraiment du sens? Et il va faire des choix, et c'est un personnage que j'apprécie beaucoup, et j'apprécie énormément, non pas son point de démarrage, mais vraiment sa trajectoire, ses hésitations, les moments où il rechute, et les moments où il revient meilleur, et je trouve qu'il représente bien les super-héros. Doctor Strange en numéro 14, donc ça, les fans du MCU le connaissent particulièrement. C'est du coup le magicien du côté de Marvel. Ce qui est marrant, c'est que j'ai hésité longtemps avec Doctor Fate, qui est le magicien du monde de DC. Donc là, c'est un peu une place partagée entre ces deux magiciens suprêmes de leurs univers. Et je trouve qu'ils ont des places à la fois très proches dans le fait qu'ils arrivent, ils peuvent résoudre n'importe quel problème d'un claquement de doigts, mais aussi avec le poids que ça peut amener. Et je trouve que les deux facettes, donc Naboo, Dr. Fate du côté de DC et Doctor Strange du côté de Marvel, sont deux côtés de la même pièce, deux faces de la même pièce que je trouve intéressantes. Numéro 13, le Batman, mais pas le Batman. Je parle de Batman Beyond, donc le Batman de la série animée qui était, en gros, c'est l'avenir du DC Universe, donc c'est après les séries animées de Superman, Batman et de la Justice League. Il y a une série qui se passe plusieurs années après, qui sera le Batman Beyond, c'est exactement celui-là, Jonah. Et au final, donc, il est intéressant parce qu'en fait, c'est pareil. Il va vivre un peu sous l'ombre de Batman, mais qui est un Batman qui est vieux, qui est gris, tout le monde est mort autour de lui, tout ce qu'il a vu autour de lui n'a fait que pourrir. Et un jour, il se rend compte que donc le vieux Batman, le vieux Bruce Wayne, et il va se rendre compte qu'il faut former un nouveau Batman pour une nouvelle époque. Et on a un gars qui n'est pas Bruce Wayne, qui lui veut amener la justice à sa manière et qui se construit un peu parfois comme avec un parent, quoi. Parfois en étant complètement en accaparant des traits de caractère du Batman, parfois complètement à l'opposé. Et son arc narratif est très chouette, et notamment, pour ceux qui ne le savent pas, la fin de Batman Beyond est aussi la fin de la série animée Batman et la fin de la Justice League. Donc si vous aviez envie de savoir comment ça se finit tout ça, eh bien il faut regarder Batman Beyond à la fin. Série qui est très chouette, qui est très peu connue, mais qui est très chouette. En numéro 12, Deadpool. Pourquoi ? Parce qu'il est fou. Parce qu'il est peut-être le seul à être dans cet univers, parce que Deadpool est le personnage qui a le moins de sens et le plus de sens en même temps, et c'est ça qui est superbe avec Deadpool, parce que ça fait pas mal d'avoir un super-héros qui se prend moins au sérieux. Et voilà. Et pour ceux qui aiment bien les films, sachez qu'il y a un jeu vidéo Deadpool qui date de au moins d'une dizaine d'années, mais qui n'a pas trop vieilli et qui est assez chouette. Il est plus commercialisé, ce jeu. Il a été retiré de Steam, de partout. Il est pas sur GOG ?
Good Old Games. A priori, non. Très bien. Et bah moi, j'y joue sur mon Steam, donc peut-être parce que je l'ai acheté à l'époque. Ouais, moi je l'avais acheté aussi, je peux encore y jouer, ouais. Mais sinon, il est retiré. Il est même grisé dans la liste sur Steam de ta bibliothèque. Je sais pas si t'as fait attention. Non. En numéro 11, mon super-héros, je vérifie que je dis pas de bêtises, mon super-héros d'anime le plus haut, eh bien, c'est Saitama. Et oui, je parle de One Punch Man. En fait, si on mettait les niveaux, donc il y aurait peut-être Manhattan, donc c'est Dieu, et en dessous, il y aurait One Punch Man, puisque il n'y a aucune menace intergalactique qui peut réussir à lui résister en moins d'un punch. Et si ça passe pas, il a son punch bien vénère. Enfin, vraiment, One Punch Man, je trouve que l'arc qui est après, donc la saison qui va arriver là dans les animes, il y a un arc narratif dans les mangas qui a un petit où les choses se perdent un peu, on perd un peu de temps, et dans lequel j'ai arrêté le manga. Mais j'ai l'impression que ça va revenir, qu'il va y avoir des trucs et qu'il faut que je m'y remette. Et puis franchement, les 2 premières saisons sont extrêmement réussies d'animation. Donc voilà, Saitama. Et puis un super-héros chauve. Est-ce que juste ça vaut pas la 11e place? Et après, on arrive à mon numéro 10. Mais avant de vous le dire, je vais laisser la parole à Ker. Est-ce que tu es surpris, du coup, pour te reposer la question que tu m'as posée? Non, je m'attendais un peu plus. Mais tu sais que les gens disent que c'est ton super pouvoir. Tu n'es jamais surpris. Tu es monsieur, jamais surpris. On t'annonce les pires... Monsieur, vous avez une augmentation? Je ne suis pas surpris. Comme je savais que t'allais me la faire à l'envers avec les mentions honorables, tu vois, je le savais bien. Mais je l'ai fait à l'envers à personne, j'ai partagé ma passion. C'est plus de plaisir, c'est plus de bonheur. Alors moi, on y va pour le top 10, les amis, et je commence avec mon 10e, avec un super-héros ô combien problématique, et peut-être même le plus. C'est le comédien de Watchmen. Alors, c'est pas lui que j'apprécie, puisque le comédien de Watchmen est une véritable pourriture. Enfin voilà, c'est un criminel, c'est un sympathisant nazi, c'est un violeur, enfin, il est un meurtrier. Il a toutes les cases de la grosse pourriture, mais il fait partie de cette équipe de super-héros. Et ce qui en fait un personnage que j'apprécie beaucoup, c'est tout le traitement qu'il y a autour. Tout ce qu'ils ont fait dans les œuvres, que ce soit dans le comic book Watchmen ou dans le film d'ailleurs, que j'ai trouvé extrêmement réussi. Les conséquences de ce qu'est le comédien et de ce qu'il fait subir sur le reste du groupe, sur le hibou, sur le spectre soyeux, etc. Et en plus, il y a quelque chose que j'apprécie beaucoup avec le comédien, c'est qu'à aucun moment, tu ne peux avoir de sympathie pour cet individu, ou tu ne peux avoir cette question de comment est-ce qu'il va s'en sortir ou à quel moment il va tomber, puisque le comic book commence par sa mort. Donc voilà, donc c'est pour ça que je l'ai mis à la 10e place, le comédien, parce que je trouve que dans le comic book Watchmen, et le film aussi, c'est un personnage extrêmement réussi, et en plus il est particulièrement bien interprété à l'écran par Jeffrey Dean Morgan. Donc ça c'était pré-Negan The Walking Dead. Mais nous, on l'avait connu en Donnie Duquette dans Grey's Anatomy, où déjà il crevait l'écran. Là, en comédien, il nous fait vraiment un grand écart comme pas possible. Donc voilà, c'était mon numéro 10. Et toi, mon cher, quel est ton 10? Eh bien, mon cher Ker, mon numéro 10, c'est le professeur Xavier. Et oui, je me suis dit, si Saitama est mon numéro 11... est-ce que je pourrais rebondir sur un autre chauve de qualité? Et j'ai tout de suite pensé à Professeur Xavier. Si je l'apprécie, c'est tout simplement parce que c'est un personnage qui est à la fois un mutant extrêmement puissant, qui pourrait résoudre énormément de conflits par son action directe, mais qui essaye de convaincre les personnes, qui essaye de croire dans les gens, et parfois on se rend compte qu'il a peut-être tort, parfois qu'il a raison, mais je ne peux pas le blâmer d'avoir envie d'essayer. Alors certes,
sa passion pour son ami Magneto est critiquable, mais en même temps, je pense que c'est vraiment un personnage qui incarne beaucoup de valeurs qui me plaisent. La compassion, le fait de ne pas juger hâtivement, le fait vraiment d'essayer de donner sa chance du coup aux gens. Il essaye d'améliorer le monde par la pédagogie de son école, etc. Enfin, c'est un personnage qui n'est pas que un super-héros qui va aller mettre des nions. Et c'est aussi un personnage qui a tout un arc cosmique où il devient... je sais même plus s'il l'épouse ou si ils sont fiancés et ils s'épousent pas, mais et où en gros il a une petite copine de l'espace qui fait tout un arc assez chouette aussi. Donc voilà, un super-héros que j'apprécie grandement. Et toi, mon cher Kerr, quel est ton numéro 9 ? Alors, mon cher Greg, mon numéro 9 va te surprendre énormément. Et quand j'ai fait mon top, je me suis dit... Quand j'y ai pensé au personnage, j'ai rigolé. Et puis après, je me suis dit... Ah mais non, en fait. Eh ben non. Mon numéro 9, c'est Supergirl. Alors, clairement pas la Supergirl de la série The CW. Mais la Supergirl du comics Woman of Tomorrow, donc, qui a été édité de 2021 à 2022. Excellent comics que m'avait conseillé Medjay, que je salue, qui a été écrit par Tom King, avec des visuels signés Bilquis Evely, et qui est une Supergirl qui ne ressemble à rien de ce que l'on peut voir dans les versions un peu niaises du personnage. Elle ne croit plus dans les choses. Elle a une surpuissance. Elle est au-dessus de tout, mais elle n'utilise pas ses pouvoirs parce qu'elle n'y croit plus. Elle est partie sous d'autres soleils qui n'ont pas le même impact que le soleil donc de notre système solaire pour pouvoir aller picoler. Elle aide une personne, vous le verrez d'ailleurs dans le film, à se venger. Elle voyage à travers la galaxie. Elle est tellement au-dessus aussi. Et puis c'est un personnage d'une puissance folle. Cette version-là de Supergirl, je l'adore. Et le fait qu'ils aient pris Millie Alcock, que j'apprécie beaucoup, de House of the Dragon. À chaque fois maintenant, je confonds House of Cards et House of the Dragon, c'est terrible. Mais enfin bref. House of the Dragon, qui jouait Rhaenyra, jeune, et l'aperçu qu'on a eu d'elle en Supergirl m'a tout de suite convaincu. Et là, je me suis dit... Ok, elle est dans mon top, il n'y a pas de problème. Et en plus, c'est tu vois, lié pour l'espoir qu'elle incarne, quoi. Je pense que ça va être ça peut être très réussi. Donc, Supergirl en 9. Avoue que tu t'y attendais pas, parce que bon, le pouvoir de l'amour, ça nous a gavé bien longtemps dans la série. Non, je te connais, je savais que ça allait être top 10. Comme... C'est complètement improbable. J'étais persuadé que tu mettrais top 10. Parce que ça fait 10 fois que tu me parles de Woman of Tomorrow, parce que tu es le spécialiste français des acteurs de second rôle féminin. Il y avait plusieurs éléments qui laissaient à penser que tu irais vers Supergirl. Et alors, là, les mèmes de Millie Alcock en Supergirl, qui est complètement désabusée, qui est en train de fumer sa clope, boire son verre, notamment avec son téléphone, où tu sais, ça avait marqué la destruction du monde... avec Lex Luthor et tout, puis elle est là avec sa clope, puis ouais, enfin tout ça le ton, tout ça me fait marrer. Donc non, très confiant pour la suite. Quel est ton 9, toi ? Moi, j'ai pas kiffé qu'elle insulte Superman. Du coup, le numéro 9, eh bien, c'est... je vais essayer de le faire très vite parce que c'est The Flash. Et oui, alors le truc c'est que malheureusement il est descendu de plusieurs rangs à cause du film. Non, le film n'existe pas, oubliez-le. Non, le Flash, c'est un personnage qui pendant longtemps, on va dire, j'étais pas fan de lui dans les comics. Déjà parce qu'on a l'impression qu'en vrai, il pourrait réduire tous les problèmes à néant en quelques instants.
Entre le fait qu'il bouge plus vite que toute l'armée, ils ont même pas le temps de faire un mouvement, qu'il peut les dézinguer, il peut vibrer et rentrer dans leur corps, leur retirer leur cœur. En fait, c'est un personnage qui est complètement cheaté, le Flash, et qui toujours ils essayent de le rabaisser pour pas que ça résolve les histoires. En plus, il peut courir très vite, remonter le temps et tout. Mais fait est que le The Flash, donc, dans Young Justice, je le trouve chouette. Fait est que dans le Flashpoint Paradox, je l'ai trouvé extrêmement intéressant. Et une de mes premières séries live action de super-héros, c'est la série The Flash des années 90. C'était un peu ma première série de super-héros, je pense. Et acteur qui deviendra ô combien connu en devenant le père de Dawson, hein. Là, on est vraiment sur des rôles iconiques. Mais vraiment, le Flash est un personnage qui, pendant longtemps, m'avait laissé un peu de marbre dans les comics. Mais c'est pareil que d'autres citations, c'est les arcs narratifs qui sont exactement Jonah. Là, Jonah vient de nous trouver la série The Flash des années 90. Ça, c'est vraiment mon enfance. Là, il y a vraiment... C'est mon personnage de mon enfance. Est-ce que tu avais regardé cette série, Kerr ? Pas du tout, mais j'avais regardé Dawson. Non, mais cette série est vraiment chouette, hein. Et il y a plein de choses que les gens kiffent dans la série du Flash récente qui, en fait, sont des concepts qui viennent de là. Le premier épisode Est-ce qu'il y a Katie Holmes dans cette série ? Alors non, puisque je sais même pas si je préfère Dawson. On en revient sur les personnages, sur les actrices de second rôle féminin. Donc voilà, donc vraiment The Flash très réussi, et son costume est pour moi encore aujourd'hui le meilleur costume de live action de Flash de l'histoire en fait. Mais bon, ce n'est que mon point de vue. Voilà mon numéro 9 avec The Flash. Quel est ton numéro 8, mon cher Kerr ? Mon numéro 8, ça va te surprendre aussi, je suis désolé, c'est Batman. C'est Batman. Pourquoi Batman ? Parce qu'il y a eu tellement de contenu Batman que peut-être usure. Il y a des versions de Batman ou des comics de Batman qui ne m'ont pas plus séduit que ça. Le côté très redondant de j'utilise pas la violence, de ses origines, de cette guerre avec le Joker et tout. Il y a des choses qui sont un peu épuisantes sur la durée, mais il y a des versions bien évidemment de Batman qui sont très réussies. Le personnage en lui-même est un personnage très réussi. Il y a des interprétations à l'écran qui sont brillantes, Christian Bale notamment, la trilogie du Dark Knight. Donc forcément qu'il est dans le top, mais je le mets pas plus haut. 8e pour Batman. Et toi, quel est ton 8 ? Eh bien, mon cher Kerr, le 8e pour moi, c'est Rorschach. C'est un des Watchmen. Et alors, j'ai jamais lu les Watchmen, donc je le dis uniquement sur le film. Alors, on pourrait même dire les films, puisque maintenant, il y a 2 films d'animation sur les Watchmen qui viennent de sortir. Et en fait, c'est un personnage qui m'a laissé une impression très forte, parce que c'est un personnage qui prend la logique morale du super-héros et qui en fait une espèce de personnage qui est complètement rivé, bloqué dans sa moralité de justicier, quitte à y passer, quoi. Il va jusqu'au bout, il ne peut pas laisser passer le mensonge, il ne peut pas laisser passer les zones grises. Pour lui, le monde est blanc ou noir, et je trouve que cet aspect du super-héros vu de cette manière-là, je le trouve extrêmement chouette. On le voit un peu dans le super-héros, même si c'est un super-héros qui n'a pas vraiment de super-pouvoir question, qui est un autre de chez DC, mais je trouve que c'est très 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 réussi du côté de Rorschach, et c'est un gros coup de cœur, puisque en fait, il y a un peu du Rorschach dans plein de super-héros, et notamment dans Batman, je pense, beaucoup. C'est à toi, mon cher Kerr, pour le numéro 7. Ma numéro 7, mon cher Egg, c'est Scarlet Witch. Donc, dans les comics, c'est la fille de Magneto. Dans le MCU, ça n'est pas le cas. Personnage que je connaissais peu avant son arrivée dans le MCU, quand ils ont casté Elizabeth Olsen, qui était une actrice que j'adorais dans All Boy, mais aussi dans le film dont on n'arrive pas à dire le nom parce que c'est que des prénoms en M, May, Marlène, etc.
Elle est géniale dans ce film, et le film est très réussi d'ailleurs. Bref, j'étais hyper emballé, je me suis intéressé au personnage, là j'ai vu la capacité et le potentiel absolument fou, presque sans limite de Scarlet Witch qui, en ayant lu House of M par exemple, vous en avez un bon aperçu de ce qu'elle est capable de faire. J'ai moins aimé alors toute l'iconographie autour de Scarlet Witch, j'adore. Enfin, il y a vraiment plein de choses. Là, j'étais à fond. Mais j'ai moins aimé le développement qu'ils en ont fait dans le MCU. WandaVision est une parenthèse enchantée. Voilà, ils ont très enfermé le personnage dans sa relation avec Vision. Ils ont eu du mal à libérer son plein potentiel. Quand ils l'ont fait, ils l'ont heurté à Doctor Strange. Bon, je pense qu'on n'a pas encore eu le meilleur de Scarlet Witch. Et c'est pour ça que je ne l'ai pas mis plus haut, j'aurais pu. Mais le fait que l'évolution m'ait moins plu dans le MCU fait que je la mets 7ème même. Voilà, quel est ton numéro 7, mon cher Greg? Eh bien, mon numéro 7, c'est Green Lantern. Green Lantern, j'en avais parlé une des dernières fois, ce n'est pas qu'un personnage, c'est le corps des Green Lantern. Alors, et puis en plus, ce qui est assez chouette avec les Green Lantern, c'est qu'il y a les Green Lantern, mais il y a aussi les Blue Lantern, qui sont extrêmement chouettes. Donc, toute la mythologie des Green Lantern, je l'aime bien. J'aime particulièrement Hal Jordan, qui a des arcs scénaristiques assez chouettes, comme dans The Darkest Knight. Donc c'est un personnage que j'aime bien, puisque c'est c'est de l'exaltation pour quelqu'un qui kiffe un peu les super-héros sur la partie créative, puisque c'est quelqu'un dont le pouvoir c'est la volonté, et il peut créer toutes les formes qu'il veut. Donc en fait, la limite de coolitude de Green Lantern, c'est la limite de l'imagination de la personne qui fait le film, de la personne qui fait le comics. Donc c'est vraiment un super-héros que j'aime beaucoup. Et c'est un super-héros que j'aime particulièrement, et dont j'aime particulièrement même le serment de In the brightest day, in the blackest night, no evil shall escape my sight. Bref, c'est un super-héros qui m'a beaucoup parlé à l'époque des comics, qui a quelques films d'animation, d'ailleurs, certains qui sont plus chouettes que d'autres. Et le dernier, où on a des Green Lantern qui découvrent ses pouvoirs, qui est assez chouette. Je te laisse faire la suite, mon cher Kerr. Alors on arrive au numéro 6, alors là franchement j'ai eu un gros cas de conscience parce que quand j'ai commencé le classement je me l'imaginais un peu plus haut. Le problème c'est que je ne l'aime que dans un film. Mais qu'est-ce que j'aime ce film? C'est David Dunn, mon numéro 6, mon cher Greg. David Dunn, alors tout le monde bug, qui c'est lui? Qui c'est Dédé? David Dunn. Et ben David Dunn c'est Bruce Willis dans Incassable, et comme c'est un super-héros dans Incassable, et un vrai super-héros, et ben forcément nous l'avons, il était éligible à ce classement, et donc du coup il se retrouve à la 6ème place. Qu'est-ce que j'aime dans ce super-héros, mon cher Greg, c'est que c'est un peu toi et moi, tu vois, c'est un père qui aime son fils, qui a eu une vie qui n'est pas toujours forcément rose, tu vois, il y a du gris, beaucoup de gris dans ce Philadelphia de David Dunn, et puis il lui arrive un truc, et c'est là où il devient hors norme, et où il devient incassable, c'est son pouvoir, c'est même pas que son pouvoir, il est, oui, incassable, mais il est aussi très fort, et c'est comment ce mec, que je trouve moi très attachant, mais plein de défauts, tu vois, il aime énormément sa femme, mais on sent que il est aussi absent. Enfin, il y a des choses qui, voilà, c'est un personnage qui a beaucoup de fragilité aussi. Et moi, il m'a énormément touché. Je trouve que Bruce Willis le joue à la perfection. Je continue de dire que c'est le plus grand rôle de Bruce Willis. C'est là où vraiment Bruce Willis m'a le plus sidéré dans sa carrière. Pourtant, j'ai tout vu de Bruce Willis. Il est formidable dans L'Armée des 12 singes, il est formidable dans Pulp Fiction. Enfin, voilà, mais je trouve que dans Incassable, il est formidable. Et du coup, ça rend son personnage David Dunn très attachant. J'ai dit, je l'ai vu que dans un film parce qu'en fait, volontairement, je veux l'ignorer dans Glass. Et je garde uniquement le David Dunn d'Incassable, donc je le mets 6ème. Voilà mon cher Greg. Quel est ton 6, toi?
Mon numéro 6, et je suis surpris qu'il ne soit pas encore arrivé chez toi, c'est Wolverine. Et oui, je parle évidemment de Logan. Wolverine, c'est un des personnages les plus emblématiques des comics tout court. Logan, alors, il a le film Logan, donc déjà, c'est stylé. Dans les X-Men de Bryan Singer, avec... il est joué avec vraiment énormément de classe et de charisme, mais tout ça c'est chouette. Mais Logan, il est juste hyper stylé dans les comics. Ce qui est marrant, c'est que le Wolverine dans les comics est différent de Wolverine dans les films. Wolverine dans les films, il est vraiment plus solitaire, plus complet tout seul. Là où dans les comics, souvent, je l'envisage mal. Alors, il a plein d'histoires solo, on est d'accord. Mais j'ai l'impression qu'il fait partie du groupe des X-Men et qu'il est vraiment complet que quand il est avec sa famille. Et c'est marrant parce que c'est à la fois le plus solitaire et en même temps, on sent qu'il fait vraiment partie du tout. Mais Logan, il n'a pas les pouvoirs les plus flashy, mais c'est un gars qui est juste, c'est un gars qui parfois ne veut pas s'encombrer avec trop de questionnements, et il a une espèce d'esprit d'instinct animal. Et donc Wolverine, pour tout ce que je viens de dire, ça reste mon numéro 6. Il est juste sous la barre des 5. Et alors, mon cher Kerr, quel est ton numéro 5 ? Ça y est, on rentre dans le top 5, mon cher Greg, et je vais commencer par un personnage que tu as déjà évoqué. C'est Dr Manhattan. Alors c'est marrant, personnage de Watchmen, personnage que j'adore, qui me fascine. C'est marrant parce que tu as vu le côté un peu religieux du personnage. Moi, c'est marrant, j'ai une lecture qui est différente, faut que j'arrête de dire c'est marrant. J'ai une lecture qui est différente, c'est la toute-puissance scientifique, c'est-à-dire le personnage qui est la conséquence d'une expérience, qu'il a... ce corps nu, transparent, un peu plastique, etc. Et à côté de ça, il a un côté humain et un questionnement très très humain, une fragilité très réaliste. Et c'est un personnage qui du coup est très intéressant. Et je trouve que ce qu'ils ont réussi à en faire, notamment dans la série Watchmen, parce que dans le comic book, il est absolument formidable. Son dernier choix avec Rorschach est marquant, etc., etc. Mais c'était difficile de le ramener dans la série Watchmen. Et ils en ont fait en plus un épisode extraordinaire avec un personnage qui est extrêmement intéressant. L'humanité de Dr Manhattan est fascinante parce que il nous montre aussi à quel point cette humanité est futile. Donc, par rapport à sa toute-puissance. Donc ouais. Puis en plus, on peut imaginer avec Dr Manhattan, vu qu'il c'est une uchronie, donc on peut imaginer tellement de choses qu'il a fait, tu vois, dans ce monde, qu'il a modifié et tout. C'est hyper intéressant, Dr Manhattan. Donc c'est mon 5e. À toi. Pour ton numéro 5. Jean-Michel, à toi. Eh bien, c'est un peu brutal, là. mon numéro 5, mon cher Kerr, c'est Spawn. Spawn, qui est un personnage qui a été créé par Todd McFarlane il n'y a pas si longtemps. Je crois que c'est dans les années début 90, si je ne me trompe pas. Et Spawn, donc, qui est un personnage, c'est quelqu'un qui est ressuscité pour devenir le grand général des enfers et mener la guerre éternelle entre les enfers et le paradis. Et en fait, donc quand il revient sur Terre, il est plus intéressé par sa femme dont il était amoureux, et en fait, la guerre des enfers, c'est pas trop son truc. Donc il va avoir énormément de pouvoir et il va renier les enfers. Ce à quoi donc vont venir les anges en disant: ah mais oui, mais toi tu es un général des enfers, c'est pas bien. Ou après ils vont essayer de le ramener dans leur camp, mais lui comprend que les humains sont piégés, sont en fait sur le champ de bataille des démons et des anges, et qu'il faut que quelqu'un nous protège. Et il va donc arriver et va devenir une troisième voie, la voie de la Terre, celui qui va protéger les humains. Et c'est hyper intéressant. Alors certes, Spawn, c'est des comics, c'est un film. Le film, il a malheureusement beaucoup vieilli, même s'il y a certains des effets spéciaux qui ont été créés
pour animer sa cape qui est un des pouvoirs de Spawn, mais surtout c'est un des dessins animés. Kerr, je crois que tu ne les avais jamais vus. Ils ont été produits et diffusés sur HBO, autant du très grand HBO, autant de Rome, autant alors je crois que c'est entre Rome et du coup les Sopranos. Enfin, c'était le moment où vraiment HBO, tout ce qui arrivé sur HBO devait être d'une qualité maximum, et là ils ont fait une série, en gros ils ont fait Batman Animated, si c'était pour les plus de 18 ans, donc la série elle a tout, elle a du sexe, de la violence, des scènes difficiles, c'est un anime qui est absolument alors il est lent, ça c'est son défaut, mais il est vraiment envoûtant. Il y a un vrai rythme qui est très réussi. Et pour la petite anecdote, quand j'étais ado, c'est mon coiffeur qui me l'a fait découvrir. Et donc en gros, il me passait des BD. Et du coup, je lui redonnais 2 mois après. Et il m'en repasse c'est d'autres. Et j'allais chez ce coiffeur, même si une fois, vous savez, les ciseaux qui sont avec des petites pointes à l'intérieur, là, il m'a mis un coup sur l'oreille. J'étais en sang, mais j'y suis quand même retourné pour récupérer d'autres comics. Enfin bref, c'est peut-être, j'avais peut-être pas la meilleure découpe de cheveux pendant mon adolescence, mais au moins j'avais les Spawn. Et donc c'était, enfin c'est un gros coup de cœur. C'est mon numéro 5, mon cher Kerr. Et c'est un super-héros que je crois que tu ne connais pas trop. Et donc je t'encourage et je vous encourage à le découvrir, soit en comics, et franchement quand vous ouvrez les pages d'un Spawn, vous en prenez plein la gueule, le look est énorme, on sent vraiment la patte de Todd McFarlane, mais si vous pouvez, eh bien regardez l'anime qui je crois est sur HBO Max. Et t'as oublié de dire, mon cher Eric, que c'est un personnage de Soul Calibur. Et c'est un personnage de Soul Calibur sur certaines consoles uniquement. Ouais, sur Xbox. C'était le personnage de Xbox. Sur ce Soul Calibur là, je me demande si c'était pas Link sur GameCube. Et sur PS2, alors peut-être confondre, mais ça doit être Dark Vador. C'était PS3 d'ailleurs. Ok, on passe à mon numéro 4. Et mon numéro 4, c'est le Punisher. Un super-héros ô combien problématique, ô combien fascinant également, que j'ai eu le plaisir d'étudier. Oui, étudier. Dans le cadre de mes études universitaires, je faisais un truc en histoire qui mêlait donc ce qui est l'équivalent aujourd'hui d'un Master 2, donc en histoire sur le phénomène guerrier, qui était... avec des aspects aussi beaucoup d'anthropologie et de sociologie, et on avait eu un cours sur le Punisher. Donc il y avait bien évidemment l'aspect politique, la relation avec la police et tout, que je vais mettre de côté, c'était pas le truc que j'avais envie d'évoquer, qui était le plus intéressant. En fait, dans le côté absolument fascinant du Punisher, vis-à-vis de beaucoup de lecteurs et de personnes qui le connaissent, c'est que le Punisher en fait est l'incarnation par sa violence de le côté animal sauvage que l'homme a en lui, et qui est bien évidemment, et tant mieux, contenu par le côté sociétal, notre civilisation. Donc ça c'est le premier aspect, mais surtout l'aspect qui moi m'intéresse beaucoup, c'est dans le Punisher, c'est dans une société qui est régie par les lois et par cette justice institutionnelle, quand celle-ci est défaillante, et comme dans le Punisher, il y a ce désir, cette volonté de pouvoir se faire justice soi-même, ce qu'on ne peut pas faire, et ce que j'incite personne à faire bien évidemment, mais ce que le Punisher fait. Donc il y a une fascination pour le Punisher qui peut s'expliquer aussi par là, et qui rend le personnage très intéressant. Et accessoire, à côté de ça, le Punisher a pléthore de comics qui sont très bien écrits. Je pense alors j'espère que je ne vais pas me tromper de nom, mais les Punisher Max, il me semble, sont vraiment très bons. Voilà, et puis à l'écran, John Berthold, je trouve, l'incarne très bien. J'ai été très étonné par le dernier épisode de Daredevil Born Again, où on a la version à l'écran, tout film, série, Netflix et Disney confondus, du Punisher le plus brutal possible.
c'en est sidérant. Et en plus, ça l'est d'autant plus que quand on voit contre qui il est violent. Donc voilà, le Punisher, un personnage que moi j'apprécie beaucoup et un personnage que je trouve fascinant sur cet aspect sociologique-là, justement. Donc Punisher 4. Toi, c'est quoi, mon cher Greg, ton 4? Déjà, je tiens à dire que je pense que si le Punisher n'a pas fait beaucoup parler de lui, c'est sur la dernière épisode de Daredevil, c'est peut-être parce que les gens n'ont pas regardé Daredevil jusqu'à la fin. Et l'autre truc que je voulais te dire, étonnamment, je pense que ça n'aurait pas posé problème. bah ça n'a pas posé de problème. C'est-à-dire les gens qui ont regardé, mais bon là, je pense que, mais les gens qui l'ont regardé n'en ont pas parlé, tu vois. C'est vrai. Donc, et l'autre truc, c'est quoi que Toto 4 en super-héros vraiment qui incarne la vengeance, j'en parlais dans mes mentions honorables, qu'à titre vraiment mesquin de ta part, tu m'as dit que c'était une arnaque, eh bien, alors que ce n'était que la générosité. Et du coup, là, tu vas en reparler, du coup. Et donc, du coup, eh bien, c'est effectivement, je trouve que celui qui représente le mieux la vengeance, en tout cas celui dont j'aime le plus la représentation de la vengeance, pour être précis, c'est The Crow. Et puisque en plus, il y a tout un côté romantique, alors que Punisher, c'est vraiment que juste la vengeance aveugle. Et je rajoute un petit point sur Spawn. Je viens de voir que Spawn, la série de HBO, n'est pas diffusée sur la plateforme HBO Max. Et je pense que la série ayant des scènes un peu choquantes, peut-être qu'ils l'ont retirée à cause de ça. Et donc la série n'est disponible plus nulle part, sauf peut-être je crois qu'elle avait été diffusée en physique à un moment, en DVD Blu-ray. Mon cher Kair, du coup, on va enchaîner. Et mon numéro 4, tu me dis? Eh bien, mon numéro 4, c'est... Attends, mais on se montre, tu te montres. C'est Spider-Man, c'est Peter Parker, tout simplement parce que c'est un des super-héros qui a fait toute ma vie, qui m'a accompagné de tout petit à encore aujourd'hui. C'est le jeune Peter Parker qui est très loin d'être parfait, qui a juste envie de bien faire et qui a ce poids colossal moral qui est dû à la mort de l'oncle Ben, avec de grandes responsabilités, avec de grands pouvoirs, tu auras de grandes responsabilités. C'est aussi tout simplement parce que c'est dans les premiers comics que j'ai découverts, qui sont d'ailleurs il y a des vraiment certains comics de Spider-Man qui ont des looks qui sont absolument mortels. Il y a ensuite la série, alors calmez-vous, hein, pas la série des années 60, je parle de celle des années 90, qui était donc un de mes dessins animés. Ensuite, un peu plus vieux, je vais à la fac, il y a les Spider-Man où il sort et il va à la fac, donc avec Tobey Maguire. C'est vraiment un super-héros qui m'a accompagné tout le long de ma vie. C'est un peu le nerd qui aime bien la physique, je suis le nerd qui aime bien la physique. C'est vraiment un personnage qui m'a accompagné tout le temps. Et le fait qu'il soit pas genre Monsieur Manhattan qui est Dieu, ça permet de plus facilement s'identifier ou l'apprécier, je trouve. Et donc, en tout cas pour moi. Et donc, c'est pour ça qu'effectivement, je le mets en numéro 4. Et donc, mon cher Kerr, quel est ton numéro 3 ? Mon numéro 3, c'est Wolverine, mon cher Greg. Donc, oui, bien évidemment qu'il est dans mon classement. Notre ami Logan. Alors, pourquoi ? Alors, déjà, dans les comics, je trouve que c'est un personnage qui incarne la bestialité la plus pure, la plus féroce. Il a énormément de charisme, il est suivi par tous, il est respecté aussi par tous. C'est le guide des X-Men, bien évidemment. C'est celui qui est constamment en conflit avec Xavier, mais Xavier, bien évidemment, ne le chasserait pour rien au monde. C'est aussi celui qui a le respect des Avengers. Il a un rôle incroyable dans Civil War. Quand il apparaît, il a vraiment un rôle extrêmement important. C'est une des immenses pointures de Marvel. C'est un des personnages les mieux réussis, je trouve. Très intéressant avec son vécu, avec son expérience et puis sa force aussi. Hein, il est fascinant.
Et à l'écran, Hugh Jackman l'incarne tellement bien depuis tellement de temps que oui, quand Disney dit qu'il va le faire jusqu'à 90 ans, qu'il le fait jusqu'à 90 ans. Et puis il y a Logan, juste le film Logan, où il est formidable. Le film est très bon. Hugh Jackman enfin voilà, je disais, il est formidable dans ce film. Le personnage est très réussi aussi. Il y a des scènes où il est vraiment d'une bestialité qui est extrêmement réussie, là, quand ils sont en train de le traquer dans la forêt au petit matin. J'aime beaucoup Wolverine, donc c'est mon troisième. Et toi, c'est quoi ton numéro 3? Eh bien, mon numéro 3, mon cher Kerr, c'est un petit gars de Liverpool. Je parle d'un petit John. Je parle de John Constantine. Et je trouve que c'est un autre super-héros que j'aime énormément et qui mériterait d'être plus connu. Effectivement, John Constantine, c'est un petit peu l'anti-héros par excellence. Il est bourré de défauts. C'est un personnage qui a été à de nombreuses reprises complètement alcoolique, rongé par les remords d'erreurs qu'il avait fait, qui avaient engendré des morts par méconnaissance de sa part. C'est quelqu'un qui parfois peut avoir un peu l'appât du gain. Bref, c'est vraiment quelqu'un qui est absolument pas... on est complètement aux antipodes du héros angélique qui n'a aucun défaut, mais pourtant il a envie de bien faire, il a envie de se racheter, il sent que son âme, elle est plus sombre que ce qu'il voudrait, on sent il a des velléités morales d'essayer de s'élever, de dire ma nature est imparfaite, mais j'essaierai d'avoir la volonté de m'améliorer. Et ça, c'est des thèmes que j'aime beaucoup. C'est un personnage qui a regardé de l'autre côté le fond de l'abysse, comme on dit, et pourtant il a réussi à lui sourire. C'est quelqu'un qui... n'a pas peur de faire les trucs les plus sombres si c'est pour aller sauver une âme en peine. C'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup. Il a pas mal d'itérations. Alors il y a les comics sur lesquels au final je pense que je le connais le moins. Il a le film avec Keanu Reeves qui moi m'avait beaucoup plu. Il a également eu une présence assez importante dans les films ces dernières années, films d'animation pour être précis, où il y a plusieurs versions de Constantine. Il y a notamment un film qui n'est que pour lui que je trouve vraiment très très chouette. Et il a sa présence dans la série des Legends of Tomorrow et tout. Alors ça, je n'ai pas regardé. Même si l'acteur est très chouette et je trouve qu'il le joue très bien. Et du coup, on a vraiment un personnage qui... Alors certes, il y a certaines itérations il y a des moments où on a l'impression qu'il y a des itérations où il est aussi puissant qu'un Dr. Fate. Mais globalement, c'est pas ça qui va m'intéresser. C'est vraiment... comment il va arriver. Il est tellement malin, il est tellement retors. Ça fait vraiment un personnage. Si on a un scénariste qui a des bonnes idées, qui est intelligent, ils peuvent pas nous foirer une histoire de Constantine. Et c'est en ça que je trouve que c'est un de mes personnages favoris. Quel est ton numéro 2, mon cher Kerr ? Mon numéro 2, mon cher Greg, c'est un personnage que j'adore, qui est apparu en 1991 en New Mutants. C'est une X-Men. C'est Domino, apparu à l'écran dans Deadpool 2, incarné par Zazie Beetz. Je reviendrai dessus un peu après. Donc c'est un personnage qui utilise ses pouvoirs de télékinésie pour en fait faire en sorte que toutes les choses se déroulent dans son sens. Entendez par là qu'elle a énormément de chance. Donc, quoi qu'il lui arrive finalement, elle arrive à tourner le truc de son côté, avec très souvent du coup des situations qui sont très drôles, très inventives, etc. Et dans Deadpool 2, c'est l'immense coup de cœur, quoi. Le personnage, toutes ces scènes, je les adore. Et Zazie Beetz, qui est une actrice que j'apprécie énormément, la joue à merveille. Elle est légère, elle est pétillante. Il lui arrive des trucs de ouf. Elle va avoir des situations complètement improbables. Donc vraiment un personnage que j'aime beaucoup, Domino, qui très objectivement est un personnage très secondaire dans l'univers des super-héros. Mais en plus j'aime bien les personnages qui tournent autour. Tu vois, il y a Lady Strike, il y a Copycat, il y a Cable.
qui est son crush d'ailleurs. Il y a Deadpool. Enfin, elle est bien entourée. Et c'est un personnage qui tout seul déjà donnerait enfin, est très réussi. Et le truc, c'est que t'es un peu déçu qu'elle ne soit pas à l'écran dans Deadpool et Wolverine. L'actrice en a parlé et tout. Est-ce que c'est parce que ils avaient déjà finalement atteint ce qu'il y avait de mieux à faire avec Domino sur Deadpool 2? Franchement, c'est possible. Puis en plus, ça l'oblige du fait de son lien avec Cable, qui est moins visible, hein, bien évidemment, dans Deadpool 2, mais elle a ce lien avec Cable qui obligeait aussi le retour de Cable dans Deadpool et Wolverine. C'était peut-être pas le moment, mais on devrait les revoir dans le MCU quand même. Voilà pour mon numéro 2, Greg. Quel est ton numéro 2? Eh bien, mon cher Kerr, le numéro 2, c'est un avion, c'est un oiseau, mais non, c'est Superman. Et effectivement, ouais, je suis un gars simple, moi. Superman, c'est le super-héros emblématique. C'est un de mes deux favoris, évidemment. Alors, Superman, c'est un peu à l'histoire de Peter Parker, en fait. Pour les gens qui ont mon âge, il était extrêmement présent dans les comics. Un des premiers films. Le film, c'est le premier film de super-héros que j'ai pu voir, je pense, avec Christopher Reeves. Christopher Reeves qui, son Superman, il est capable d'aller tacler d'autres Kryptoniens, mais il est aussi capable de tacler l'évasion fiscale. C'est-à-dire que c'est quand même un Superman qui est allé combattre des gens qui faisaient des fraudes dans les banques en rajoutant quelques centimes à tous les transferts. Enfin, c'est des trucs, c'était Superman 3, ça n'avait plus de sens. C'est aussi un peu plus vieux, c'est Lois et Clark qui arrive à un moment où je crois que la série The Flash n'existe plus, elle est annulée. Il y a pas encore d'autres grosses séries qui arrivent, donc c'est un peu la seule série de super-héros, je crois, de souvenir à cette époque-là. On avance un peu plus loin, il y a les films, il y a Superman Returns que j'ai pas particulièrement apprécié, mais qui était pas mal. Et puis après, il y a les films de Cavill. Et c'est plein de versions différentes de Superman. Et puis dans ce collier de perles, entre toutes ces itérations, il y a énormément de bons et très bons films de Superman d'animation. Et l'animation, pour le coup, les gens parlent beaucoup de la série animée de Batman des années 90, mais la série Superman des années 90 est particulièrement réussie aussi. Derrière, on va avoir la Justice League qui aussi fait 5 saisons, qui sont 5 saisons de qualité. Les itérations de Superman, enfin de la version de Superman qu'on a dans Young Justice est très réussie aussi, avec sa relation avec son fils, je mets des guillemets. Donc en fait, le truc, c'est qu'il y a eu des bons films très régulièrement. Moi, j'aime beaucoup Superman contre The Elite en film d'animation, par exemple, avec vraiment la fin qui est chouette. Le All-Star Superman est sans doute un de mes 2 films de Superman préférés. Enfin, il y a beaucoup de très bonnes choses autour de Superman. Et puis même si on a un peu marre du mythe un peu parfait, machin et tout, il y a les Superman Red Son. Il y a plein d'histoires différentes qui permettent de rendre Superman hyper chouette. Et ce que j'aime bien avec lui, c'est son côté simple, de dire ok, vous prenez la tête avec la politique mondiale et tout, mais je m'en fiche. Moi, il y a un glissement de terre du côté du Chili. Je m'en fiche que vous soyez fâché avec le Chili, je vais les sauver. Et quelque part, c'est bien. Enfin, je trouve que c'est chouette que les super-héros puissent simplifier les choses et que ce soit juste une histoire de grande valeur et de personnes qui essayent de faire les choses justes, quoi. C'est pour moi ça qui est vraiment qui est dans les concepts les plus forts en fait des super-héros, quoi. Mon cher Kerr, quel est ton numéro 1? Eh ben, ce top, mon cher Greg, va toucher à sa fin et franchement, je pourrais faire ça toute la journée. Mais il faut savoir conclure et donc je vais conclure avec mon numéro 1 qui est Captain America, Steve Rogers. Pourquoi Captain America? Eh ben parce que Chris Evans. Je vais être honnête. Alors c'est un personnage déjà, Captain America, que j'apprécie beaucoup. C'est à cause de la ressemblance physique? Exactement. Tout le monde m'appelle Chris Evans dans le village. Donc quand sort Captain America The First Avengers, c'est la douche froide, hein. Le film est très mauvais. Je trouve que
Chris Evans s'en sort bien, mais il y a le côté fragile enfin pré je deviens Captain America de Steve Rogers qui réussit dans le film, mais tout le reste est catastrophique et j'ai lâché l'affaire. Sauf que dans Avengers, révélation, c'est le personnage et en plus interprété par Chris Evans comme ça, qui est le patron naturel de ces Avengers. Qui arrive un peu à canaliser l'électron libre qu'est Iron Man. Du coup, bah, je commence à l'apprécier de plus en plus. Je commence à relire bien davantage de Captain America. Bon, c'est pas toujours bon, et loin de là. Et du coup, j'en suis à un point où, dans les comics, le personnage me déçoit un peu, mais dans l'iconographie, je le trouve hyper stylé, et à l'écran, ben je trouve que ce qu'en fait Chris Evans, c'est génial, ça va jusqu'au moment où en nomade, c'est un des aspects du personnage de Captain America, c'est quand il n'est plus en train de défendre les États-Unis ou l'ONU, et qu'il est donc considéré comme, il se fait appeler nomade, donc c'est de ce personnage-là qu'on voit dans Infinity War. Et alors là, dans Infinity War, je trouve que le personnage est ouf, il vole la vedette à absolument tout le monde. Et là, je suis fan, quoi. Là, je suis fan, voilà. Et le truc, c'est que ben, il part à la fin d'Endgame, quoi. Donc, difficile, il n'a pas été remplacé. Voilà. Donc, ce Captain America, je le mets premier parce que j'adore la version qu'on a fait Marvel dans le MCU avec Chris Evans. Et c'est marrant parce que Chris Evans avant ça, c'est vraiment un acteur que je peux pas blairer. Dans les 4 Fantastiques, je pouvais pas le blairer. Et maintenant que je l'ai apprécié en Captain America, j'ai revu récemment les 4 Fantastiques et Chris Evans m'a fait marrer tout le film. Donc voilà. Et toi, c'est quoi ton numéro 1? Tu sais que Attends, Chris j'essaie de réfléchir. Attends, je réfléchis parce que je l'ai pas ton numéro 1 en fait. Ah bah si, je suis bête, je l'ai. Il y en a un que t'as pas dit. C'est ton numéro 1 que t'as pas dit. Vas-y, c'est quoi ton numéro 1? Et tu sais que si tu aimes Chris Evans, mon cher Kerr, je te conseille de regarder le film Sex Academy, qui est une comédie parodie du coup des films de teenage movie de l'époque, des années 2000, qui est complètement stupide, mais qui a quelques scènes marrantes. Et Chris Evans, c'est vraiment un de ses premiers grands rôles à Hollywood, et voilà. C'est si tu veux le voir dans un de ses premiers rôles, c'est vraiment le moment. Et il y a une partie du casting que t'aimes beaucoup, de Grey's Anatomy en plus, qui fait des trucs dedans. Tu l'as jamais vu? Non. Mais je suis sûr que si, ça. J'ai dû le voir. Le titre me dit quelque chose, donc j'ai dû le voir. Je suis sûr que ça va te plaire. Il y a des trucs qui sont nuls, mais il y a quelques remarques qui sont vraiment à mourir de rire dans le film. Du coup, mon numéro 1, c'est I am the night, I am vengeance, I am Batman. Du coup, eh bien, c'est tout simplement Batman. Encore une fois, je suis un homme, ma foi, peut-être trop classique. Je découvre le personnage avec la série animée des années 90. Je découvre le personnage avec les films de Tim Burton. Est-ce qu'il y a besoin d'en dire beaucoup plus? Accessoirement, à l'époque, j'avais vu, donc comme tous les enfants, il y a des fois, tu peux pas parce que t'as une activité sportive ou t'as la compétition de foot ou un truc comme ça, et du coup, je loupais le Batman. Et je l'ai revu vers mes 20 piges, et je me suis dit non mais attends, il y a des enfants qui meurent et tout dans les épisodes. Il y a une longue scène où il y a un enfant qui va mourir de globalement le cancer, et ils font de la balançoire avec Batman et tout en attendant qu'elle y passe. Il y a vraiment des moments qui sont hyper durs dans la série. Je sais pas si en fait on a un filtre quand on est enfant ou pas, mais et du coup, c'est le personnage qui n'a pas de super pouvoir. C'est le personnage qui brille parce que il a une volonté de faire, une organisation, mais plus que stochastique. C'est l'homme qui est censé être l'homme parfait. Il a une mission, il ne vit que pour cette mission, et autour de lui tout est pourri. Gotham est pourri,
tous les super méchants sont tous dingues et sont là pour le rendre fou. C'est vraiment un personnage. En fait, il y a un truc dont on n'a pas parlé. On a fait un top 20 des super-héros et on n'a pas parlé de ça. C'est que souvent les super-héros valent par leurs méchants. Et s'il y en a un qui vaut quelque chose par ses méchants et par la qualité de ses méchants, bah c'est Batman en fait. Superman n'a pas les plus grands méchants. Flash en a quelques-uns intéressants, mais qui sont en vrai des copies de Batman. Batman a celui qui a les meilleurs arcs narratifs avec Spider-Man aussi, on a beaucoup, hein. Mais qui sont pas au niveau de Batman. Il y en a pas un qui vaut le Joker. Le Non, bouffon ça, vert d'accord. est une espèce de pâle copie du Joker. Double face, Poison Ivy. C'est Octopus que je trouve le plus intéressant. Mais... Oui, mais enfin, il pourrait être d'une. Mais ça, c'est un sujet d'une autre vidéo. De quoi? Bah, les méchants. Docteur Octopus. Non. 1h30 de Docteur Octopus, comme vous avez jamais vu. Non, C'est pitié, non. ces petites. non, Bon, enfin bref. Et donc au final, le truc c'est que c'est le meilleur super-héros de mon point de vue, avec les meilleurs méchants. Souvent, ça avait été vu comme le Panthéon, puisque c'est le plus bankable. Ou en tout cas un des plus bankable à chaque décennie. Et du coup, le truc, c'est qu'il y a vraiment ce côté, tu arrives au Panthéon quand tu peux écrire une histoire de Batman, et donc tu as l'impression que tous ceux qui ont été choisis pour faire des histoires de Batman, ils étaient à leur top du game, ils avaient envie de faire le truc au top du game, et c'est ce qui permet aussi de souvent avoir des histoires marquantes avec les différentes itérations de Batman qu'il y a et puis le mythe, il y a un truc qui est très proche du drame grec en fait avec Batman. On a l'impression d'avoir un petit peu comme les héros de la mythologie qui ont des grandes tragédies et tout. Il naît dans la tragédie et il arrive jamais vraiment à la dépasser. Et on a l'impression que il y a des divinités qui lui jettent toutes les horreurs du monde et il essaye de ne jamais plier. Et ça en fait vraiment un personnage qui est hyper intéressant parce je n'arrive pas à imaginer Batman qui a une vie heureuse en fait. C'est pour ça que dans Batman Beyond, qui termine seul, triste, cassé par la vie, en fait, c'est ça l'avenir du Batman. Et ça en fait un personnage où il y a un poids vraiment tragique, constant sur lui. C'est pour ça que Mask of the Phantom, qui est un des films d'animation, est autant apprécié. C'est parce que on voit bien qu'est-ce qui se passe s'il a une possibilité d'être heureux. Qu'est-ce qui va se passer? Et en fait, c'est tous ces éléments-là qui en font de loin mon personnage de tous les super-héros préférés. Et puis il a quand même eu des grands acteurs qui l'ont joué les uns à la suite des autres. Val Kilmer par exemple. Et donc, enfin voilà, donc tout ça pour dire que c'est mon numéro 1 avec à mon avis une bonne longueur d'avance. Est-ce que tu voudrais clôturer cette vidéo, mon cher Kerr, puisqu'on est arrivé au bout, et j'insiste pour que tu t'excuses auprès des gens pour la durée de cette vidéo et parler très très faiblement, enfin vraiment faire attention à pas parler trop fort pour tous les gens qui dorment, parce que franchement ce serait vraiment très 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 méchant de ta part. Là c'est vraiment du super vilain que d'essayer de réveiller les gens qu'on a tranquillement endormis au bout de peut-être 5-6 minutes de vidéo, et là on est au milieu de la nuit pour eux quoi. Ouais, mais merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Merci aux tipeurs pour votre soutien. Sans vous, cela ne serait pas possible des tops aussi longs. Voilà, n'hésitez pas à mettre un commentaire, n'hésitez pas à nous dire hein, dans les coms quel est votre super-héros préféré. Prenez-vous aussi au jeu et faites votre top 20. Voilà, on vous dit à tous et à toutes une bonne fin de journée.